Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous allons aujourd'hui parler de cybersécurité. C'est quoi cybersécurité? Pour certains, c'est le rassemblement du grec. Pourtant, nous en avons tous besoin désormais. Que l'on soit en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, que l'on soit même dans l'espace, on en a besoin aujourd'hui. Alors, lorsqu'on regarde les données sur Internet ou dans certains dictionnaires spécialisés, le mot cybersécurité est défini comme étant je prononce peut-être mal, néologisme désignant le rôle de l'ensemble des lois politiques, outils, dispositifs, concepts et mécanismes de sécurité, méthodes de gestion des risques, actions, formations, bonnes pratiques et technologies qui peuvent être utilisées pour protéger les personnes et les actifs informatiques. Quand on a dit tout dit cela, ça reste du grec pour nous, néophytes. Pour en discuter aujourd'hui et surtout vous édifier sur ce que c'est que la cybersécurité, notre invité est quelqu'un qui vient d'Afrique, bien entendu, d'Afrique centrale, c'est encore plus précis, d'un pays que j'aime beaucoup, le Gabon. Il s'agit d'un lion, Didier Simba. Pardon, vous allez bien? Très bien, merci. Très bien, bon, ben merci d'avoir accepté mon invitation. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Hein? On ne s'est jamais rencontré, effectivement. Jamais rencontré. Je vais vous dire, chers téléspectateurs, sur JMTV+, on dit tout. J'ai reçu ce communiqué de presse par quelqu'un qui pense du bien de l'Afrique et de JMTV+, qui m'a dit il n'y a que sur JMTV+, qu'on peut donner la parole à ce genre de personnes pour expliquer leurs actions. Vous êtes le seul média sur la place parisienne qui pense à Afrique. Et on m'a envoyé ce communiqué de presse avec un numéro de téléphone. J'ai contacté Didier Simba pour être sur ce plateau. Voilà, vous savez désormais tout. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, j'ai lu ce que c'est que la cybersécurité, mais je ne suis pas plus avancé que cela. Je suis sûr que mes téléspectateurs non plus. Pour vous, c'est quoi la cybersécurité ? La cybersécurité, j'ai l'habitude de le décrire de manière très simple pour pouvoir faire comprendre tout le monde. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que cybersécurité, c'est un mot marketing. Il y a un mot beaucoup plus parlant à tout le monde, c'est sécurité informatique. Et quand on dit sécurité informatique, on pense tout de suite déjà à l'informatique, et donc on pense aux ordinateurs, on pense aux serveurs avec lesquels les ordinateurs communiquent, on pense aux logiciels qu'on utilise, et beaucoup plus large, celui qu'on utilise tous les jours, les ordinateurs qu'on a entre les mains, donc les smartphones, et donc la sécurité informatique, c'est la sécurité de tout ça. Dans mon smartphone, là, il faut la sécurité dedans. Il y a de la sécurité dedans. D'accord. Et on en parlera tout à l'heure. Je pense que la sécurité, c'est pas forcément mettre un antivirus ou des équipements réseau pour protéger tout ça. Il y a aussi du comportement de l'humain en lui-même qui utilise le système d'information, donc qui utilise le smartphone, qui fait lui-même aussi de la sécurité. Donc, en quelque sorte, comme je disais, la cybersécurité, c'est plus un mot marketing. Il faut retenir sécurité informatique ou sécurité de l'information. Et c'est d'ailleurs le sens même de notre association qui est le CESIA. Alors, votre association, c'est le CESIA, Club d'experts de la sécurité de l'information en Afrique, une association à but non lucratif créée en 2020. C'est tout neuf, là, janvier 2020, ça fait un an, un mois, puisque nous sommes en février 2021. Un an plus de poil. Qu'est-ce qui vous a amené à créer une telle association? Alors, l'histoire, elle est très, très large, mais elle est très parlante. Et quand j'en parle autour de moi, c'est toujours captivant. Ce qui s'était passé, c'est qu'il y a un ami moi, je suis responsable sécurité des systèmes d'information, si on ne l'a pas dit tout à l'heure. Ah, d'accord. Un responsable sécurité des systèmes d'information, je travaille dans le secteur bancaire pour un grand groupe bancaire en France. Ne donnez pas son nom. Car on fait de la pub. Surtout pas. Oui. Et en parallèle, je suis donc, comme on en parle maintenant, fondateur et président du club d'experts de la sécurité. C'est un club, un réseau d'experts de la sécurité, principalement des responsables sécurité comme moi, les directeurs des systèmes d'information des entreprises africaines et les directeurs de la sécurité des systèmes d'information. Ce qui s'était passé, c'est que, quand j'ai commencé à en parler tout à l'heure, c'est un ami qui a été désigné responsable sécurité au Gabon précisément. Il m'a contacté en me disant, je viens d'être désigné responsable sécurité, toi tu es responsable sécurité depuis quelques années, par où je commence? Qu'est-ce que cela signifie dans ce pays où on peut faire d'un chien un ministre et d'un ministre un chien? Mais ne commentez pas ça. D'accord. C'est ma responsabilité. Moi, je trouvais que lui, il est vraiment à sa place. Il a toutes les compétences, mais le métier de responsable sécurité, c'est un métier à part. C'est vraiment un métier entier et qui, dans le continent africain, reste relativement assez flou
par nos dirigeants. Donc quand il désigne un responsable sécurité, il arrive sur le poste, il monte, on va dire, entre guillemets, d'un étage, et il faut prendre connaissance de son métier. Et donc, comme je disais, il m'a contacté en me disant, moi je viens d'être désigné responsable sécurité, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai commencé à lui dire, moi quand j'ai commencé sur ce métier de responsable sécurité, j'avais également un mentor qui me disait ce que je fais, ce que je ne fais pas et comment démarrer sur mon activité. Et donc j'ai travaillé avec lui en parallèle pendant 2-3 semaines, qu'un autre m'a contacté en me disant tiens, moi si on m'a désigné responsable sécurité, qu'est-ce que je fais? Les deux ne se connaissaient pas. Donc je lui ai dit, au lieu que je parle avec un et l'autre de part et d'autre, il y a un autre qui m'avait déjà contacté, je vous propose de créer un groupe sur les réseaux sociaux et ensemble on va discuter tous les trois. Parce que je n'ai pas la science infuse, il y aura certainement un sujet que je ne connaîtrai pas et vous pourrez avoir la réponse. Et donc on a commencé à discuter tous les trois et petit à petit ça a grandi en se disant mais en fait il n'y a pas que nous responsables, il n'y a pas que nous qui sommes tous les trois responsables sécurité, on en connaît aussi qui sont au Gabon. On s'est proposé de rajouter les autres RSSI, donc dans le jargon je dirais beaucoup RSSI, responsables sécurité système d'information. Donc on a ajouté d'autres RSSI et au fil de l'eau on s'est dit on doit en connaître les problèmes, les difficultés que rencontre le RSSI au Gabon sont les mêmes que rencontreront les RSSI au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et donc on s'est proposé de contacter les autres qui sont dans nos pays, à minima les pays les plus proches de nous. On s'est retrouvé très rapidement avec 2 autres pays qui nous ont rejoints, donc le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et donc en échangeant, on a continué à grandir, on s'est rendu compte qu'il y a un sujet qui revenait tout le temps, c'est le responsable sécurité qui se retrouve hiérarchiquement rattaché au directeur des systèmes d'information. Ça pose problème parce que, comme on en parlera tout à l'heure, le responsable sécurité, c'est quelqu'un qui définit, qui met en application la politique de sécurité de l'entreprise. Et il doit contrôler que cette politique est mise en place et donc c'est le directeur de la sécurité qui est garant de la mise en application de la politique de sécurité. Le responsable sécurité devrait le contrôler. Donc quand on est rattaché à nos directeurs et qu'on doit contrôler nos directeurs, ça pose problème. Et donc on s'est dit, écoutez, pour mieux s'expliquer, on va proposer au directeur sécurité, au directeur des systèmes d'information, de nous rejoindre également dans le groupe. Et on s'est donc proposé d'ajouter également les directeurs des systèmes d'information. Et ça continue à faire son chemin. Très rapidement, on s'est retrouvé avec 4 pays. Et donc on avait le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. En janvier 2020. 4 pays poumons, chacun dans sa sous-région. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est un gros poumon quand même. C'est un gros poumon. Et le Cameroun, le Gabon, c'est un autre gros poumon en Afrique. En effet. Et c'était stratégique, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans un groupe où on discutait entre nous, on s'est structuré au fur et à mesure, et chemin faisant, on a commencé à produire des livrables à destination du continent africain. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le CESIA représente 120 membres précisément, et on est présent dans 18 pays d'Afrique. 18 pays d'Afrique francophones, je suppose. Francophones. Non, pas que francophones, il y a moins de 18 pays d'Afrique francophones. Il y a le Rwanda avec nous également, par exemple. Mais le Rwanda n'est plus francophone du tout. Il n'y a que la secrétaire de l'OIF qui est du Rwanda sans être francophone. Ça, c'est plus politique, ça, je crois. Emmanuel Macron sait quelque chose. Alors, vous avez donc créé un club. C'est un club, c'est pas une association loi 19.1, si je comprends. C'est un club. Du coup, c'est une association. Juridiquement, c'est une association. On a posé notre siège justement au Rwanda. C'est ça qu'on a le Rwanda avec nous. Il prend tout que Paul Kagame. Hein? Et puis voilà, donc c'est une association, oui. D'accord. Donc, qui est régie par les lois du Rwanda et non par les lois françaises. On est en train, et pour le moment, régi par les lois du Rwanda, mais on est en train de réfléchir à un modèle qui devrait être décentralisé pour pouvoir rendre autonome déjà notre association, mais dans chacun des pays qui sont membres du club. Alors, on parle beaucoup d'analyse exclusive de la cybersécurité des grandes entreprises en Afrique. Dites-nous, en quoi la cybersécurité est-elle importante pour les grandes entreprises en Afrique ? Alors, entre vos mains, vous avez notre communiqué de presse qui annonçait la publication de notre premier baromètre de la cybersécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est certes le premier baromètre de la cybersécurité sous l'appellation CESIA, Club d'experts de la sécurité de l'information. Mais en 2020, lors de notre création, on avait déjà fait une phase pilote. On avait produit un baromètre de la cybersécurité qui nous permettait d'avoir des chiffres. Ce qui se passe, c'est que le constat qu'on s'était fait au CESIA, c'était qu'on avait du mal à avoir des chiffres pour comprendre la problématique qui est évidente sur le continent, de se rendre compte qu'on est attaqué, comme partout ailleurs d'ailleurs, mais quand on n'est pas capable d'avancer des chiffres pour dire une entreprise perd ceci ou alors voilà ce qui se passe. Vous touchez là au domaine des statistiques en entreprise. Exactement. Mais pas forcément des statistiques, c'est de réussir à dire
combien des entreprises africaines perdent financièrement en termes d'argent lorsqu'ils sont victimes d'une cyberattaque. Ah d'accord. Par exemple. Je comprends, oui. Et on avait du mal à sortir ça. Et donc on s'est proposé de produire un baromètre de la cybersécurité qui va désormais être annuel. La première édition, enfin une édition pilote a été faite en 2020, qui est disponible sur Internet. Et cette année, on a produit notre baromètre, le premier dans le genre, qui a, comme je le disais tout à l'heure, été envoyé à 120 de nos membres, précisément, qui, comme je le rappelle aussi, directeur de la sécurité des systèmes d'information, directeur des systèmes d'information, responsable sécurité, précisément. Pourquoi ces personnes-là? Parce que ce sont des personnes qui, en entreprise, sont au cœur des problématiques cyber. Donc, pourquoi est-ce que la sécurité est un besoin? Le baromètre, qu'on va commenter tout à l'heure, je crois, parle de lui-même. Mais ce qui est très difficile à avoir, c'est de pouvoir sortir des chiffres et dire combien pèse la cybersécurité en Afrique. C'est difficile, pour deux raisons. Combien pèse-t-elle déjà? Pour qu'on n'oublie pas, il faut que je prenne ça tout de suite. Dès qu'on tend la main, je la récupère. C'est très difficile, et j'essaie de le dire tout à l'heure, c'est que on n'arrive pas à trouver des chiffres parce que quand on est attaqué, on n'a pas envie de dire combien on a perdu. Ah, ça veut dire que c'est un peu l'omerta au sein des entreprises en Afrique. En effet. Est-ce qu'en Occident, on donne ces chiffres-là facilement? On arrive à avoir les chiffres assez facilement. C'est là qu'on arrive à la deuxième raison, justement, c'est qu'il n'y a pas un régulateur, il n'y a pas une entité qui oblige les entreprises à déclarer ce qu'ils ont perdu ou alors les cyberattaques auxquelles elles sont victimes. Bon, faisons du terre à terre, Didier Simba. Nous savons très bien que la grande majorité des entreprises installées sur le continent africain, surtout en Afrique noire francophone, n'appartiennent pas aux Africains. Ce sont des entreprises occidentales qui ne veulent pas dire ce qu'elles prennent sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas là le problème? Ça peut être ça le problème, mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a rien qui leur demande de dire. Sur le continent africain, il n'y a rien qui leur demande de dire combien quand ils ont été attaqués, combien d'attaques ils ont eu dans l'année, et combien ils ont perdu lors de l'attaque, et combien ils ont perdu pour reconstruire leur système d'information. Bon, chers téléspectateurs, je ne vais pas me faire des amis parmi ces multinationales. Lorsqu'on sait qu'ils ne veulent même pas payer les impôts en Afrique, on comprend qu'ils ne veulent pas donner des chiffres. Vous n'êtes pas étonné? Bon, moi, je ne suis pas étonné. Si vous l'êtes, moi, ce n'est pas le cas. Donc, comme je disais, c'est très difficile d'obtenir des chiffres, mais on arrive quand même au CESIA, on a réussi à obtenir des chiffres. Comme je le disais, les personnes qui ont participé à ce baromètre, ce sont des acteurs qui sont au cœur même de l'actualité de la cybersécurité, donc on a réussi à avoir des pourcentages. J'ai prévu quelques notes pour... Je vous en prie, je vous laisse commenter ces notes et surtout le baromètre qui intéresserait les entreprises en Afrique. Très bien. Ce qu'on a constaté, c'est que dans un premier temps, il y a une très forte augmentation des cyberattaques cette année, parce qu'on avait fait déjà cette étude. Cette année 2021 2020. Parce que le baromètre, c'est le baromètre 2021. Donc, une étude sur l'année 2020. Sur l'étude, la phase pilote qu'on avait faite en 2020, donc le baromètre sur l'étude 2019, on avait un taux d'attaque qui était, les entreprises déclaraient avoir été victimes à 65% d'à peu près. Wow. 65% des entreprises disaient avoir été victimes d'une cyberattaque en 2019. En 2020, 82% des entreprises disaient avoir été victimes des cyberattaques. C'est la quasi-totalité là. Ça a très fortement augmenté déjà. Et le deuxième chiffre qu'on a réussi à avoir, c'est pas de nous, c'est McAfee qui a publié en fin d'année 2020 une perte mondiale qui était imputable aux attaques informatiques de l'ordre de 1000 milliards de dollars, soit 1% du chiffre d'affaires. 1000 milliards de dollars perdus par des entreprises sur le continent africain. Non, là c'est dans le monde. C'est dans le monde, là, c'est tant mieux. Si et sur le continent africain, parce que c'est ce qui nous intéresse. En effet. Et là je viens sur le continent africain, c'est Jeune Afrique qui a publié entre janvier et août 2020 que le continent aurait subi 28 millions de cyberattaques pour un coût total de 3,5 milliards de dollars. 3,5 milliards de dollars. De dollars, en effet. Oh mon Dieu. Tous ces chiffres nous emmènent donc à se demander qui sont les cibles en fait. La question qu'on s'est très rapidement posée au CESIA, c'est qui sont les cibles. On le devine assez facilement, ce sont les banques. Dans un premier temps, les banques, parce que on se dit que c'est là-bas que se trouve l'argent, donc c'est plus facile de chercher à avoir l'argent, parce que ce qui intéresse, et c'est ce qu'on comprend très rapidement, c'est aussi les profils des attaquants, des cyber attaquants, c'est soit des personnes qui veulent se faire du profit très rapidement,
ou encore des jeunes qui sortent d'école et qui veulent s'essayer, ils font une cyberattaque et parfois ça va pas très loin. Mais la principale attaque, c'est souvent des personnes qui veulent se faire du profit très rapidement, qui veulent se faire de l'argent et donc ils attaquent les banques. Mais on sait désormais avec certitude que personne n'est à l'abri. À la fois des PME et les grandes entreprises, que l'on soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, tout le monde est désormais attaqué. Et on va même encore plus loin, et on parlait tout à l'heure du smartphone, même les particuliers sont attaqués parce qu'ils ont un smartphone et on peut jouer du chantage en exfiltrant des données sur votre téléphone par exemple et vous faire chanter pour vous faire payer une rançon ou ainsi de suite. Donc tout le monde est exposé et tout ça, c'est la raison pour laquelle, et la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de la cybersécurité, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la sécurité des systèmes d'information et de l'informatique? Parce qu'on est victime aujourd'hui et comme le baromètre le démontre, c'est grandissant et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Oh là là. On le comprend, hein, que ça devient votre domaine. De policier, on va dire ça comme ça, de policier de l'informatique, est un domaine qui aujourd'hui devient un marché. C'est un marché, et un marché, j'ai envie de dire, qui n'est pas prêt de tomber, pour plusieurs raisons. C'est que non seulement le besoin, le continent africain commence à prendre conscience de la nécessité justement de faire la cybersécurité. Je suis en train de chercher un chiffre que j'avais noté, qui est publié également dans le baromètre. 70% des entreprises disent avoir mis en place un programme de cyber-résilience. Alors je vais vous le lire. Cette année encore, le phishing reste le vecteur d'attaque le plus fréquent. 70% des entreprises ont été victimes, une hausse de 5% par rapport à 2019. Les tentatives de connexion, 44% d'entre elles, suivies par l'ingénierie sociale, 29%. C'est quoi l'ingénierie sociale? L'ingénierie sociale, c'est une personne qui appelle et qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. On recevrait un coup de fil de quelqu'un qui vous dirait bonjour, je suis Didier Simba, votre responsable, je suis bloqué à tel endroit, est-ce que vous pouvez faire le virement de tel montant parce que je suis bloqué, il faudrait tout de suite que je reçoive cet argent, faites-le très rapidement. Et ça, dit comme ça, ça a l'air très 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 simple, mais je peux vous dire que les personnes qui font ça, c'est souvent des attaques ciblées. Ils ont pris le temps de comprendre le profil à la fois de la personne qu'ils vont utiliser, mais de la personne aussi qui vont cibler, et souvent ça passe, et ça fait des dégâts. Tout récemment, un reportage, il y a 2 ou 3 ans, de mes confrères d'une chaîne de télévision française montrait qu'en Côte d'Ivoire, la cybercriminalité est très développée. Je ne stigmatise pas mes frères ivoiriens, mais c'est un fait. Le journaliste doit rapporter des faits. La cybercriminalité était très élevée en Côte d'Ivoire. Alors, très élevée en Côte d'Ivoire, je ne saurais pas le dire comme ça, mais ce qu'on sait désormais avec certitude, c'est que lorsqu'on veut faire une cyberattaque, la personne qui attaque se trouve dans un pays, il peut utiliser un système d'information qui se trouve dans un deuxième pays, et la victime se trouverait dans un troisième pays. Et donc c'est très facile comme ça, c'est très difficile comme ça de retracer, de remonter justement à la source de l'attaquant. Quand on a même réussi à remonter, on arrive sur des réglementations ou alors des pays totalement indépendants, et là c'est difficile de vouloir faire imputer des responsabilités. Je vais rétro-pédaler un tout petit peu. Votre domaine de policier, l'informatique, aujourd'hui devient un marché très rentable. Très rentable, oui, j'en parlais, je le disais déjà tout à l'heure, qui n'est pas prêt de tomber, parce qu'aujourd'hui, en plus des appareils qui sont de plus en plus sophistiqués et de plus en plus, on en a besoin, on en a au quotidien, on a désormais des appareils connectés. On a désormais des montres connectées, des frigos connectés, des tablettes connectées. Et on a énormément d'appareils connectés qui rentrent dans notre quotidien et qui va beaucoup plus loin, qui échangent avec nous dans notre domicile. Et on a une nouvelle génération d'utilisateurs, donc les jeunes, qui n'ont pas forcément le même niveau de sensibilité que nous, et donc qui sont exposés et qui sont faciles à exploiter quand on a envie de lancer une attaque. Et donc oui, le besoin de sécurité dans cette partie sera toujours de mise. 70% des entreprises mettent en place un programme de cyber-résilience ou envisagent de le faire, une hausse de 15% par rapport à l'année dernière, dans l'année 2019. En parallèle, 19% des entreprises ont souscrit une cyber-assurance, ce qui est un nouveau paradigme dans le contexte africain, renforce cette perception de prise de conscience des cyber-risques. Cela signifie que le problème aujourd'hui est palpable et les gens en ont bien conscience vu
Tout à fait. Vu Tout à fait. la route qu'elles prennent, ces entreprises-là. C'est exactement le constat qu'on s'est fait au CESIA. On était agréablement surpris de voir que 70% des entreprises soit ont mis en place un programme de cyber-résilience, soit sont en train de mettre en place un programme de cyber-résilience, parce qu'ils savent que désormais la cybercriminalité, la cybersécurité est un besoin, et donc à tout moment on peut se faire attaquer, et ils se disent, si jamais on est attaqué, on doit être capable de continuer l'activité de l'entreprise. Donc ils mettent en place le programme de cyber-résilience. En plus, en parallèle, la cyberassurance, qui n'était pas encore un besoin, qui était encore il y a quelques années pas pensé par les entreprises africaines, on constate, on l'observe, de plus en plus des entreprises qui souscrivent à un programme, à une cyberassurance. Do you speak English? No. No. Why? Because I have someone living in Scotland. She's doing the same job like you. Une amie qui vit à Glasgow, qui fait le même métier que vous. Je l'ai contacté, bien entendu. Je ne veux pas faire une émission sans comprendre le b.a.-ba de l'affaire. Et oui, elle est très intéressée, serait très intéressée de vous rejoindre dans ceci. Elle est aussi d'origine africaine et donc ingénieure en cybersécurité à Glasgow. Voilà. Ce sera avec plaisir. Voilà, parce on salue Annie de Glasgow. On a des membres à la fois sur le continent africain, mais également sur le continent européen. Je pense que le fait qu'elle soit bilingue vous aiderait beaucoup. En effet. Parce qu'elle parle anglais et français. So I will connect you, honey. Don't worry about it. Crise sanitaire liée au Covid, la crise sanitaire liée à la pandémie. Je ne savais pas qu'elle s'inviterait dans la cybercriminalité. Comme quoi, franchement, il faut s'attendre à tout. La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a engendré les évolutions des plans de continuité d'activité, 24%, et la généralisation du télétravail, 34% de personnes télétravaillent. C'est sur le continent africain ou dans le monde? Dans le continent africain, oui. Dans le continent africain. Cependant, faute de préparation, 58% attestent que seuls moins de 10% des collaborateurs des entreprises ont été en télétravail. La pandémie étant toujours de mise, 53% des entreprises généralisent le télétravail ou étudient cette option. Alors, comment est-ce que les gens profitent de cette période de pandémie pour développer la cybercriminalité? Comme on l'a marqué, c'est que c'est très flagrant. 10%, c'est 10% des entreprises qui ont réussi, 10% des collaborateurs ont été en télétravail. Si, à l'inverse, en Europe, en France en particulier, c'est beaucoup plus que ça. On est à l'ordre du plus de 80% en télétravail. Il y a des questions que les responsables sécurité se sont posées et ils n'ont pas eu de réponse. On peut imaginer des questions assez simples. Pour faire du télétravail, je dois être chez moi, me connecter sur un ordinateur, potentiellement l'ordinateur de mon employeur, avoir une bonne connexion Internet, ensuite traverser la connexion Internet pour arriver au serveur de l'entreprise et travailler en utilisant les données de l'entreprise, donc travailler à distance. Quand les responsables sécurité se sont assis et ont étudié la question, suite à la crise sanitaire, on a demandé de généraliser le télétravail. Ils se sont demandé comment je fais pour savoir que le collègue qui est assis chez lui, c'est bien lui qui est devant l'ordinateur. Une question très simple. Parce que quand il vient travailler en entreprise, il a un badge, je le vois, on y rentre dans son bureau, je sais que c'est lui qui est là. Et quand il est chez lui, comment je fais pour savoir que c'est lui? Il peut faire travailler son neveu, n'importe qui. Il peut faire travailler son neveu, il peut se faire visiter par des agresseurs qui le prennent en otage et donc prennent le contrôle de l'ordinateur. Et si je n'ai pas une bonne connexion Internet, aussi simple que ça, sur le continent, c'est que ça peut être une problématique. Ça peut pas, c'est pas que ça peut être une problématique, c'est une problématique. En effet. Comment le gars qui habite dans là-bas, ou bien même à Agondje, je vois le chez moi à Agondje là-bas vers chez Chantal, le poteau d'électricité qui dessert le chez moi à 500 mètres de ma villa. Comment voulez-vous que j'ai une connexion Internet là-bas pour bosser? Voilà. C'est pas lié qu'à Libreville. Je vois celui qui habite Ngousso où le transformateur vient de brûler à Yaoundé là-bas. Quelle connexion il a dans un pays où le délestage il y a plus de délestage que d'eau potable. C'est impossible. Impossible. Et donc c'est toutes ces questions justement auxquelles ils sont confrontés. Ils ont dit on n'a pas de réponse. Conséquence, on ne peut pas généraliser le télétravail. Ce qu'on trouve agréable dans ça, c'est que non seulement ils ont pris conscience de se dire
on peut réfléchir à comment déployer le télétravail. Et là, du coup, il y a plusieurs entreprises africaines. La question s'est posée et donc la question est en cours de réflexion. Voilà. Ça, c'était l'impact de la crise sanitaire. Mais en parallèle, du coup, les cybercriminels, ils se sont donnés à cœur joie. Pourquoi ? Parce que le collaborateur qui se trouve chez lui peut être en train de travailler avec l'ordinateur professionnel et décider de regarder un film pendant 2 minutes sur un site de streaming, pour ne pas en citer une. Et quand il regarde le site de streaming, il reçoit un SMS qui lui dirait, ou un SMS ou un mail, qui lui dirait « Félicitations, pendant le confinement, vous bénéficiez de 3 mois d'accès gratuit à telle chaîne de streaming pour regarder en illimité les films. » Il serait tenté. Il va cliquer en se disant qu'il va sur le site internet pour regarder le film. Et il va le faire à quel moment ? Il va le faire sur l'ordinateur professionnel. Et quand il fait sur l'ordinateur professionnel, il expose le système d'information de l'entreprise, il expose toutes les données de l'entreprise. Et donc, c'est autant de questions que les responsables de sécurité se sont posées. Ils n'ont pas réussi à apporter tout de suite les réponses. Ils ont décidé de maintenir le travail sur site. Et les cyberattaquants, ils se sont donné à cœur joie. Ils ont tenté tout ce qu'ils pouvaient tenter, et d'où l'augmentation justement des 15% des cyberattaques pendant la crise sanitaire. D'accord. On savait que les gens étaient chez eux. Et beaucoup ne sont pas formés pour voir venir ces attaques-là. Donc, on les a attaqués, on les a pigés, ils sont tombés dans le panneau facilement. Très facilement. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, un des métiers du responsable sécurité, enfin une des actions du responsable sécurité, c'est de sensibiliser les collaborateurs. C'est de leur dire quels sont les risques auxquels ils sont exposés et prévenir au mieux possible ces risques-là. Et donc une des questions que les responsables sécurité, encore une fois, se sont posées pour généraliser le télétravail, c'est de se dire comment je maintiens la sensibilisation de mes collaborateurs qui, eux, sont chez eux. Celui qui aura envie de laisser son ordinateur allumé parce qu'il se dit « Ok, je vais rapidement à la boutique à côté acheter une baguette », l'ordinateur est allumé, les données de l'entreprise sont exposées, il y a des voisins, des amis, tout le monde peut rentrer. Voilà. C'est autant des risques que les responsables de sécurité ont, à juste titre, je pense, choisi de ne pas prendre. Ne faut-il pas simplement sensibiliser les gens pour développer en eux, comment je vais dire, le mot technique m'échappe, le devoir professionnel? On peut le faire comme ça. Le devoir professionnel, on signe tous un engagement de, je ne sais plus comment ça se dit, l'engagement de confidentialité quand on rentre en entreprise. Oui. Mais les cyberattaquants, ils savent que quand on va se faire attaquer, c'est parce qu'on a manqué de vigilance, c'est pas parce qu'on a voulu violer la... Voilà, je voulais dire la conscience professionnelle. Voilà, c'est le mot qui m'échappait, la conscience professionnelle. Nous savons très bien que, c'est pas stigmatisant que de le dire, beaucoup d'entre nous, en Afrique, qui retournent chez eux avec des ordinateurs professionnels, ne savent pas les planquer. Les enfants peuvent utiliser le même ordinateur, jouer avec, l'épouse, le frère, l'oncle, la tante, la grand-mère, tout le monde peut utiliser, alors que c'est un ordinateur professionnel. Ne doit-on pas tout simplement stimuler les gens à respecter ce genre d'espace? Il le faut, et c'est pour ça d'ailleurs, entre autres, que j'appelle les entreprises africaines à penser à mettre en place, on l'a vu avec le CESIA, on voit de plus en plus les entreprises qui désignent des responsables sécurité, parce que c'est son métier de pouvoir définir, d'orchestrer tout ça, de préparer la sensibilisation, de choisir les thèmes de sensibilisation et de déployer le plan de sensibilisation dans l'année. Et nous on le voit au CESIA, on suit comment est-ce qu'on met en place les plans de sensibilisation et quels sont les sujets abordés dans la sensibilisation. Et pour les entreprises qui sont les entreprises qui sont représentées au CESIA, il y a de l'évolution parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre nous, en l'occurrence avec une de nos activités qu'on appelle le GT, groupe de travail, où on se réunit mensuellement, chaque dernier jeudi du mois, pour échanger sur les problématiques que nous pouvons rencontrer en entreprise. Et donc, une des problématiques, c'est la sensibilisation. Là, on est en train de parler de l'ordinateur, en fait, c'est la notion du pro-perso. C'est de réussir à expliquer aux collaborateurs qu'il faut faire la différence entre le pro et le perso. C'est vraiment indispensable. Mais il y a beaucoup d'autres sujets à côté. La campagne de phishing, on l'a dit tout à l'heure, les phishing, c'est le vecteur d'attaque le plus utilisé. Pour le dire très simple, le phishing, c'est le SMS qu'on reçoit ou le mail qu'on reçoit qui nous dit « Félicitations, vous avez gagné un iPhone X ». Ça n'existe nulle part, comme je le dis d'habitude aux personnes avec qui j'échange, ça n'existe nulle part où on est assis chez nous et on nous fait gagner un iPhone. Ah oui, vu le prix que cela coûte.
Voilà. S'ils étaient des philanthropes, les fabricants, cela se saurait. Et ils savent très bien que les gens tombent toujours dans le panneau et les gens aident justement à propager ces virus parce qu'il y a un phénomène que j'ai vraiment observé, sans vouloir faire de la publicité, dans les groupes WhatsApp dans lesquels nous sommes. Quand quelqu'un reçoit une offre comme celle-là, il se dit « Ah bah tiens, j'ai fait une bonne affaire, je vais le partager à tout le monde. » Et il le met dans un groupe WhatsApp. Et quelqu'un l'a mis dans le groupe JMTV Plus ces jours-ci. Et c'est un confrère journaliste. Je me suis dit comment il fait, mon Dieu, pour pas comprendre. Et quand j'ai 40 personnes dans ce groupe, les chances pour qu'il y ait au moins une personne qui clique et qui se fasse avoir sont élevées. Donc il y aura au moins une personne qui va se faire avoir. Et ces personnes-là, quand il y a 40 personnes, si on fait la loi de Pareto 80-20, il y a 20% des personnes qui auront envie d'envoyer aussi ce mail à d'autres personnes. Et c'est comme ça que le virus se propage, parce qu'on a voulu bénéficier d'un iPhone, parce qu'on a voulu bénéficier des données gratuites. Félicitations, vous avez gagné 10 gigas de données gratuitement, il suffit de cliquer ici. Tout le monde tombe dans le panneau. Et ça, c'est de la sensibilisation. Il faut déployer, comme je le dis, la sensibilisation, c'est pas seulement faire un mail aux collaborateurs, c'est pas seulement mettre des affiches, c'est de déployer en entreprise une vraie culture cyber, une vraie culture du risque, et expliquer aux collaborateurs, parce qu'il ne faut pas se mentir, ils n'ont pas la même sensibilité que nous, et c'est pour ça qu'ils sont victimes, c'est pour ça qu'ils sont des cibles, j'ai envie de dire. Donc, les responsables sécurité, justement, ce sont ces acteurs-là qui, eux, sont conscients et savent mettre en place un vrai plan de sensibilisation, un vrai programme qui aura pour mission, justement, de déployer la culture risque dans l'entreprise. Et sensibiliser surtout la conscience professionnelle. Vous êtes sur JMTV+. Nous parlons aujourd'hui de cybersécurité ou de cybercriminalité. Tout dépend de quel côté vous voulez vous placer. Moi, je préfère être du côté des gens qui ne sont pas dans l'axe du mal. Donc, je suis du côté de la cybersécurité. Nous recevons pour en parler Didier Simba, qui est donc membre du club d'experts de la sécurité de l'informatique en Afrique, CESIA. Voilà, une très bonne initiative des intellectuels africains. Il faut que ça se développe de plus en plus, hein. L'Afrique en a besoin. Hein. Ça se développe déjà, il y a beaucoup d'initiatives que j'ai rencontrées, beaucoup qui viennent vers nous en nous sollicitant pour être des partenaires, pour être des sponsors même déjà. Et on est en train de remettre en place au CESIA justement un cadre pour pouvoir accepter les partenaires et les sponsors. Bon, il faut, quand ils apportent du sponsoring, penser à JMTV+. Hein. Moi, j'ai besoin d'argent pour grandir. Il faut que dans 1, 2, 3 mois, maxi un an, quand vous revenez, que je sois dans les grands studios. C'est ça. Apporter aussi l'argent. On en a besoin sur JMTV, mais le vrai argent. Il ne faut pas donner par derrière, là, comme les politiques. Ça, je ne prends pas cet argent. Alors, cloud et IoT. IoT, ça signifie quoi, IoT, là? Internet des objets. Ah, Internet des objets, c'est les objets connectés, simplement. Wow, j'en parlais tout à l'heure. Ça devrait vous intéresser de rencontrer ou de voir ce que fait Séverin Kézeux, l'inventeur des systèmes anti-collision entre tout objet mobile. D'accord. Je crois avoir entendu Séverin Kézeux, vous allez sur JMTV+, je viens de faire un beau reportage sur lui à Dubaï. Il est installé à Dubaï et bientôt à la Silicon Valley. Il a inventé le système anti-collision qui est aujourd'hui utilisé par l'armée américaine et l'armée française. Il avait 22 ans et demi. D'accord. Il était camerounais à cette époque-là, en l'inventant. Et maintenant, il est quoi? Je déclare que je n'ai rien à déclarer. Il vient aussi d'inventer Kaizen, une plateforme qui va révolutionner le monde. Je vous invite à le regarder sur JMTV+. Séverin Kézeux, l'inventeur qui va révolutionner le monde. Il y a 5 épisodes. Vous allez tomber sur la tête. Je pense que ça vous intéresserait, ça. Avec plaisir. Alors, cloud et IoT, des risques accrus avec la numérique. Le recours massif au cloud est utilisé par 71% des entreprises, dont 22% stockent une partie de leurs données dans des clouds publics, est noté parmi les risques les plus élevés. Didier Simba. Oui. Je pensais que le cloud était tranquille, babacool, on y dépose ce qu'on veut, on dort tranquille. Même le cloud n'est pas sécurisé. Il est sécurisé justement, mais c'est un risque de mettre les données de l'entreprise dans le cloud. Commençons par s'expliquer ce que c'est que le cloud. C'est un nuage, c'est un serveur en fait, dans l'espace, dans les nuages, dans le cyberespace, qui se trouverait soit quand c'est un cloud privé, dans nos locaux, dans nos bâtiments, ou quelque part où on connaît physiquement, et donc on sait que nos données sont à cet endroit-là, et je peux être à n'importe quel coin du globe pour travailler, mon ordinateur va se connecter à ce serveur pour solliciter les données dont j'ai besoin. Une autre partie, c'est de se dire, j'ai Google, je mets mes données dans Google
Et quand j'ai envie de travailler, je me connecte avec mon compte Gmail et je me mets à travailler. Et là, on est dans le cloud public. Je mets mes données à l'intérieur, mais c'est pas moi qui ai accès, je suis pas maître. Google, je ne sais pas où ils se trouvent, je ne sais même pas qui sont, où sont leurs serveurs, qu'est-ce qu'ils feront de leurs données, qui a accès aux données que je mets de l'autre côté, et ainsi de suite. Et donc, avec la crise sanitaire, encore une fois, on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises se sont dit, mais c'est très génial de mettre les données dans le cloud. Parce que si j'ai 10% de mes collaborateurs qui sont en télétravail, ces 10%, ils n'auront pas besoin de venir physiquement en entreprise pour se connecter à un ordinateur. On pourra leur donner un ordinateur, ils se connecteront avec un login et un mot de passe, et en fait, ils vont passer par un canal, par Internet, et arriveront dans un serveur qui se trouve quelque part. Ils vont travailler. Mais quand on a 80% de, comme on l'a dit, ce sont 11% des entreprises qui ont opté pour le cloud. Et on a quand même 22% qui stockent dans le cloud public. Ça veut dire style Google, machin et tout. Ils n'ont aucune maîtrise de leurs données. Aucune, quasiment. Qu'est-ce qu'ils mettent? Est-ce qu'ils ont pris conscience des données qu'ils mettent? Est-ce qu'ils ont cartographié les données? Est-ce que ce sont des données sensibles, stratégiques pour l'entreprise ou pas? C'est autant de questions. Et on revient souvent sur la question de la souveraineté de nos données. Est-ce qu'on est souverain de nos données? J'ai eu le plaisir, pendant la fin d'année de décembre, de faire une visite au Sénégal et d'avoir rencontré les directeurs d'études à la fois à l'université virtuelle du Sénégal, l'université Cheikh Anta Diop également, où j'ai été invité, et l'école nationale des cybersécurité. Ce que j'ai constaté de manière générale, c'est que là-bas, ils priorisent des clouds privés. Donc ils ont leur cloud, ils mettent en place leur cloud, et c'est vraiment ce qui est prioritaire. C'est ce qu'il faudrait que chaque entreprise fasse alors, avoir des clouds privés. Ce serait l'idéal. Vous allez bientôt créer celui GMTV+. Je vais vous coller maintenant comme ils sont sûrs, vous allez me sentir. C'est l'idéal. Au moins, on a la maîtrise totale de nos données et on sait réagir si jamais il y avait un problème. Oh mon Dieu. Alors, en tête, l'indisponibilité d'accès à Internet, 64%, la confidentialité des données vis-à-vis de l'hébergeur, 47%, la difficulté de mener des audits, 39%. Voilà ce qu'il y a dans cet espace cloud. Et ce sont les risques que les responsables sécurité, enfin les membres qui ont répondu à notre questionnaire ont soulevé. Parce qu'on, disons-le clairement, on l'a dit, le cloud c'est un nuage, c'est un espace, un serveur qui se trouverait quelque part, où on mettrait nos données, et donc à tout moment où que je sois, à partir de mon ordinateur, je peux me connecter en passant par Internet et accéder à cette donnée. Mais quand Internet n'est pas disponible, on en parlait tout à l'heure, dans le continent africain, on comprend bien que ça peut être une problématique. J'ai continué à dire ça. Ou bien quand on coupe Internet pour toucher les résultats des élections. Ça n'engage que moi ce que je dis là. Didier Simba n'a rien à voir avec ça. Il vient de nous parler de sécurité, c'est tout. En effet, en cas de disponibilité d'Internet, on peut bien très rapidement se rendre compte que l'entreprise peut être paralysée puisque le collaborateur ne pourra plus travailler, il ne pourra pas avoir accès au cloud, et donc c'est un risque. Le premier risque c'était celui-là. Ensuite, et comme je le disais tout à l'heure, quand on n'a pas la souveraineté de nos données parce qu'on les a mis à un endroit, comment on fait pour auditer? Comment je fais pour savoir qui, à part mes collaborateurs, ont accès à cette information que j'ai posée chez un prestataire X de cloud, et ainsi de suite. Ce sont donc les risques que les experts de la sécurité en Afrique ont proposé de remonter. Dans ce dossier de presse, une question est posée, je vais vous la reposer. Les entreprises africaines sont-elles en capacité de défendre leurs infrastructures, Didier Simba? Je crois qu'il y a un pourcentage qui ressortait très bien. Il y a marqué 45% des entreprises disent être préparées aux cyberattaques de grande ampleur. Donc les répondants disent quand même à 45%, oui, si on est attaqué tout de suite, on est capable de répondre. On l'a dit tout à l'heure, 70% ont mis en place ou sont en train de mettre en place un programme de cyber-résilience. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Lorsqu'on sait que les responsables du système, vous appelez ça comment? Responsables de sécurité, nommés dans ces pays d'Afrique, sont obligés de faire appel à vous en Occident pour comprendre ce que c'est que le métier. On entend les entreprises sur le terrain dire à 45% nous sommes capables. C'est ce qu'ils disent. Vous, experts, en ici. Fait, ils m'ont pas appelé pour dire qu'ils veulent comprendre le métier. Je n'ai pas dit cela. C'était pas pour comprendre. C'était plus pour me dire,
je démarre mon métier par où je commence. Et ça, c'est comme dans tout. Hein. Quand on sort d'école et qu'on commence à travailler, on peut avoir beau être le meilleur de notre école. Dès qu'on commence dans le métier, on voit bien un cap entre ce qu'on va nous demander de faire et ce qu'on a vu à l'école. Et là, c'est pareil. Quand on vient du monde du conseil ou bien quand on vient dans le domaine de la sécurité en particulier et qu'on nous demande d'être responsable tout d'un coup, on doit avoir quasiment les yeux derrière la tête pour pouvoir faire pour assumer le poste de responsable sécurité. Et ça, c'était pareil pour moi. Quand j'ai commencé mon poste de responsable sécurité, j'ai dû avoir un mentor, que je salue d'ailleurs ici, Éric Vautier. C'est le RSSI du groupe ADP, Aéroport de Paris, avec plus de 15 ans d'expérience dans la cybersécurité. Là, vous leur avez fait de la pub, là, vous allez me payer pour ça. Je voulais le saluer, c'est pour m'avoir accompagné durant mes premiers pas sur le métier. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ce genre de questions. Ouais. Il y a quelques années, 6-7 ans en arrière, quelqu'un partait de Libreville pour une formation de responsable qualité ici, à l'école Le Nôtre qui est à Plaisir. J'allais l'y déposer. Ouais. Responsable qualité à Libreville dans une grande boulangerie de la place. Vous suivez mon regard. La plus grande boulangerie de la place, il y a 10, 15, 20 ans en arrière à Libreville. Je ne cite pas, mais vous suivez mon regard. Cette personne en France n'avait même pas qualité pour se trouver là où on fabrique des croissants, mais à Libreville était nommé responsable qualité. Vous comprenez pourquoi je suis un peu, j'épinaille un peu sur ce genre de questions. Je comprends très bien. J'ai eu des exemples sur la main. Ouais, je comprends très bien. Mais pour défendre les membres du CESIA, le constat qu'on s'est fait, c'est moi je trouve que l'ensemble des membres du CESIA ont la compétence. Parce qu'on s'est réunis, comme je le disais tout à l'heure, mensuellement. Et lors de nos réunions, c'est l'occasion d'échanger. Et en plus, on est aussi dans un espace où on peut échanger au quotidien, pour faire de la veille, pour remonter l'actualité. Et lorsqu'il y a une veille, une actualité qui tombe, on voit bien dans le groupe des commentaires, des échanges, des personnes qui peuvent creuser sur le sujet et apporter des réponses. Donc moi, je trouve que les membres du CESIA aujourd'hui sont vraiment capés pour pouvoir assumer leur poste de responsable sécurité. Didier Simba, étant donné que je ne sais rien de votre métier, j'ai essayé de me documenter pour comprendre le B, A, BA. Donc, le C, D, machin jusqu'à Z, je ne connais pas du tout, je ne comprends même pas du tout. Je vous laisse 5 minutes pour dire à vos pairs ou aux entreprises à qui vous vous adressez quelque chose qui pourrait leur être salvateur. Alors, pour ceux qui nous ont suivis depuis le début de l'émission, je suis Didier Simba, je suis responsable de la sécurité des systèmes d'information. En tant que responsable de la sécurité des systèmes d'information, mon rôle est d'être le responsable de la sécurité de manière générale. Son rôle est de faire le maître d'orchestre pour pouvoir mettre en place dans une entreprise toute la politique de sécurité du système d'information. Quand on parle de sécurité des systèmes d'information, on pense souvent à un acronyme qui est très souvent utilisé dans le jargon. On parle de DICP. D de disponibilité, c'est de s'assurer que la donnée, à tout moment, pour votre collaborateur, est toujours disponible. Disponibilité du serveur, disponibilité de l'ordinateur qu'on va utiliser pour pouvoir travailler, disponibilité des informations que les collaborateurs ont besoin pour pouvoir faire leur travail au quotidien, et ainsi de suite. La disponibilité du réseau également, on parlait tout à l'heure de la disponibilité d'Internet par exemple. Ensuite, on réfléchit au I d'intégrité, l'intégrité de la donnée. La donnée ne devrait pas être alternée. Pour ceux qui ont par exemple en ligne un site de vente, ils ne souhaitent pas mettre un article à 10 euros, à 20 euros ou 100 euros, et le lendemain venir trouver que le site a été modifié, le prix a été rabaissé à 3 euros et les personnes se sont précipitées à acheter en masse parce que le site, la donnée, elle était altérée. Donc là encore, le responsable sécurité a pour mission de s'assurer l'intégrité et de mettre en place toutes les politiques possibles, toutes les règles possibles pour assurer l'intégrité de la donnée. Puis vient le C de confidentialité. C'est s'assurer, c'est mettre en place toute la politique possible, toutes les règles de sécurité possibles pour s'assurer que la donnée n'est accessible qu'aux personnes autorisées. Un directeur général ne souhaite pas que le collaborateur, un collaborateur X, ait accès par exemple à sa fiche de paie. Et ça, c'est au responsable sécurité de mettre en place l'ensemble de la politique qui permettrait d'assurer justement la confidentialité. Quand on a dit ces 3 acronymes, on peut quand même se mettre dans la peau de la réalité et de se dire, peu importe ce qu'on va mettre en place, on est toujours attaquable, tout peut arriver,
Le principal derrière, c'est de se dire, si jamais il se passait quand même quelque chose, au-delà de toutes les règles qu'on aurait mises en place, comment est-ce qu'on peut faire imputer une responsabilité? Et là, on arrive sur la dernière lettre, je parlais du DICP. La dernière lettre, c'est le P de preuve. On doit être capable d'investiguer, d'auditer et de pouvoir imputer des responsabilités. Le responsable sécurité des systèmes d'information est indispensable, et plus que jamais indispensable dans les entreprises africaines aujourd'hui. Et j'exhorte toutes les entreprises à nommer un responsable de sécurité des systèmes d'information et de le mettre vraiment dans une position où il a la liberté de pouvoir réaliser son métier et de pouvoir mettre en place les politiques dont il est le responsable. Quand j'ai fini de dire ça, la dernière exhortation, c'est de solliciter justement les responsables de sécurité des systèmes d'information qui nous écoutent à nous rejoindre au CESIA. Et le CESIA, vous voyez son site internet inscrit ici en dessous, vous y trouverez les coordonnées de ceux qui sont membres et qui en sont les responsables. Je ne me trompe pas, j'espère. Sur le site, on n'a pas encore on est en train de faire une version 2 de notre site internet, mais il y a le contact pour contacter, enfin il y a les coordonnées pour contacter le bureau. Ben voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Alors, la dernière question. Avez-vous jamais entendu parler de la crypto-monnaie? Si, la crypto-monnaie. Si. Ne me dites pas si vous avez des bitcoins, je ne veux pas savoir. Nous savons que de grosses entreprises américaines, je ne fais pas la pub à Tesla, que je lui fasse la pub ou pas, elle vendra toujours. Tesla a investi cette semaine du 14 février plus d'1 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin. Nous y allons tous dans la crypto-monnaie, vu comment les choses vont. Sachant que l'objectif des cybercriminels est la poursuite du lucre, de l'argent, est-ce que le basculement vers la crypto-monnaie ne viendrait pas couper l'herbe sous les pieds des cyberattaquants? Je ne sais pas dire comme ça. Il n'y a que l'avenir qui pourra nous dire, je ne sais pas du tout. Bon, ben, nous le saurons bientôt. Nous sommes à votre disposition. JMTV Plus est à votre disposition. Quand vous voulez communiquer, passez-moi un petit coup de fil, venez communiquer. Et si vous recevez de grands sponsors, envoyez-moi quelques-uns. Comme ça, nous allons grandir ensemble et communiquer. Nous serons toujours là pour vous, car le continent africain doit se réveiller et grandir, que l'on veuille ou non, n'est-ce pas? Très bien. Vous avez un petit mot de fin pour ceux qui vous regardent? Déjà à JMTV+, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir, vraiment un plaisir que j'ai pris à partager ces éléments sur le baromètre de la cybersécurité. Et à ceux qui nous regardent, si vous avez une des fonctions, que ce soit directeur des systèmes d'information, directeur de la sécurité des systèmes d'information ou responsable de la sécurité des systèmes d'information, vous êtes les bienvenus au CESIA. Et nous souhaitons que les entreprises africaines prennent encore plus conscience de ce à quoi nous sommes exposés aujourd'hui, c'est-à-dire la cybercriminalité qui est grandissante et donc qu'ils désignent des responsables de sécurité dans leurs entreprises, et nous sommes à disposition pour contribuer à l'échelle du continent à toutes les politiques de sécurité, aux textes des lois et ainsi de suite. Pour ma part, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Lorsque je prends des serveurs, il faudrait que ce soit dans des clouds privés. Les clouds de JMTV+ devront être privés pour éviter quelques attaques. Merci à la grande dame qui vous accompagne et qui est en coulisses, que vous ne verrez pas aujourd'hui. Elle reviendra peut-être à vous parler d'autre chose. Chers téléspectateurs, j'espère que ce programme vous a plu. Merci de nous écrire pour nous faire vos remarques. Ne vous attaquez pas à moi, car je ne m'y connais pas du tout, je l'avoue. J'ai dû apprendre pour comprendre 2-3 trucs. Et j'ai invité Didier Simba pour qu'il vienne vous l'expliquer. Si vous avez besoin de lui, je lui transférerai vos questions. Et peut-être viendra-t-il vous édifier un peu plus. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation difficile, gardons la banane. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Vous êtes sur JMTV+.